On se penche à présent sur les bourses européennes. Elles ont globalement clôturé en légère hausse dans un environnement marqué par une légère détente des taux longs sur les marchés obligataires. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a profité d'un conseil d'achat des analystes d'UBS qui estime désormais le potentiel de vente de son Vivgart à 20 milliards de dollars annuels au pic. DEME a bondi dans le sillage du relèvement de ses prévisions annuelles. Le groupe tablant désormais sur des résultats supérieurs à 2025. À l'opposé, UCB confirme sa baisse de régime des 2 derniers mois. Immobel est également resté à la traîne et on se penche tout de suite sur les résultats de Nvidia en compagnie de notre expert. Bonsoir Jean-Marc Turin. Bonsoir Fanny. On revient sur ces résultats. C'est toujours très très attendu en cette période, puisque c'est tous les trimestres. Oui, exactement. C'est vraiment le baromètre de la thématique qu'il y a. C'est le meilleur indicateur qu'on ait pour voir si les dépenses d'investissement des hyperscalers, est-ce qu'elles continuent d'accélérer ou est-ce qu'on voit le début d'un peu de discipline, on va dire. Après, si on regarde par rapport au précédent trimestre, justement, en fait, le cours d'Nvidia n'a pas fait grand-chose. Depuis le début de l'année, c'est en ligne avec le marché, mais bien derrière les semi-conducteurs en général. Et quand on regarde concrètement pour ce trimestre, c'est 92 milliards de chiffre d'affaires qui est attendu. C'est 2 fois plus que la même période l'année passée, avec une marge à 75%, donc c'est stratosphérique. Nvidia a fait mieux que le consensus, que les attentes 8 fois sur 8 les précédents trimestres. Donc je dirais que la question, ce n'est pas tellement de savoir si les résultats seront bons. Ils seront bons, mais est-ce qu'ils seront assez exceptionnels? Est-ce que les attentes pour la suite seront assez bonnes pour remplir les attentes des investisseurs? Jean-Marc, on comprend bien qu'au-delà des chiffres, ce qui vous intéresse surtout, c'est la guidance pour la suite. Qu'est-ce que vous allez regarder particulièrement? Qu'est-ce qui va nous intéresser? Plusieurs choses. Premièrement, évidemment, est-ce que pour le prochain trimestre, consensus stable sur 105 à 110 milliards de revenus, est-ce que c'est encore revu à la hausse? Deuxièmement, dans les produits, est-ce que les puces Blackwell continuent d'accélérer? Pour la génération suivante, les puces Ruby, où est-ce qu'on en est par rapport au carnet de route, à la feuille de route? Au niveau des marges, on a vu que les prix de la mémoire a monté, TSMC qui produit les puces conçues par Nvidia doit monter ses prix. Donc, quid pour l'impact pour les marges de Nvidia? Quid aussi de la Chine? Puisque la Chine, ils avaient dit, tiens, on s'attend à 0 de vente, mais entre-temps, les autorités ont autorisé quelques puces. Donc ça peut être un bonus. Et je dirais, dernier point, c'est toutes les annonces qui concernent des deals de financement des clients, qui alimentent un peu ces risques de circularité, ce qu'on n'aime pas trop de voir, évidemment. Alors, on a l'impression que c'est sans fin, cette croissance. Qu'est-ce qui pourrait la freiner à terme? Je dirais 3 choses. La compétition, comme toujours, quand vous gagnez tellement d'argent avec de telles marges, ça donne un incentive à d'autres d'essayer de s'engouffrer et de trouver soit un produit qui est aussi bon mais moins cher, voire carrément un produit qui est meilleur. Alors pour l'instant, ils gardent une certaine longueur d'avance, mais c'est évidemment toujours un risque à terme. Je dirais, deuxièmement, il y a les coûts de financement. On a vu les taux d'intérêt qui montent, les spreads de crédit sur toute cette partie-là du marché qui montent également, donc ça coûte plus cher de se financer. À un moment, ça peut freiner les dépenses d'investissement. Et troisièmement, je dirais, il y a la limite physique de l'électricité qui est disponible, parce que si toutes les puces, toute la demande annoncée est confirmée, il y a probablement un décalage avec ce que le réseau peut produire. Et donc, on voit aussi dans certains États aux États-Unis où on commence à avoir des oppositions pour les nouveaux data centers. Donc ça, à un moment, ça peut être un frein. Alors l'autre sujet qui agite les marchés en ce moment, en tout cas ces derniers jours, sont les taux d'intérêt, avec un chiffre d'inflation qui a été publié aujourd'hui aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Le chiffre, il est sorti à 3,3%, donc c'est le core PCE, c'est le chiffre d'inflation préféré de la Fed, je dirais, en tout cas c'était, parce que peut-être que c'est en cours de revue. Si on a inclus l'énergie, on a 3,7%, donc c'est exactement ce qui était attendu, donc pas catastrophique en soi, mais c'est encore un mois où on est largement au-dessus de l'objectif de 2%. Quand on regarde les taux d'intérêt, ce qui s'est passé, c'est vraiment les taux à long terme qui ont été sous pression. On est au plus haut depuis 20 ans aux États-Unis, idem en zone euro. Et c'est vrai que ce qui inquiète les marchés obligataires, au-delà de l'inflation, c'est vraiment l'explosion des demandes de financement. On voit le budget, les déficits, on n'a pas le début du commencement d'une piste pour les résorber. On voit maintenant pour l'IA aussi de la dette qui arrive. Et donc, les investisseurs demandent une prime plus grande.
Et Scott Bessent a beau avoir essayé de pousser à la baisse les taux longs, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut de la discipline budgétaire. Oui, c'est ça. Et on le sait, les États-Unis sont quand même très endettés aussi. Oui. Merci Jean-Marc Turin pour cette analyse sur notre plateau ce soir et à tout bientôt. Merci. C'était le Trends des marchés du jour en ce mercredi 26 août. Merci de nous suivre.